Donc bonjour, une leçon sur la thermodynamique, il y aura deux leçons là-dessus. Là c'est la première partie. Alors cette leçon est très importante en physique parce que c'est vraiment avec cette leçon que l'on peut faire la chose suivante. Je vous en avais déjà parlé. C'est un chapitre, une leçon qui permet de faire le lien entre deux notions de physique, hein, entre de la chimie par exemple et de l'optique, hein, ou entre de la mécanique, et de l'électricité. Voilà, c'est cette leçon-là qui peut véritablement faire le lien grâce à l'énergie. Hein. Voilà, on utilise l'énergie. Alors, notamment avec une formule que l'on va voir dans cette leçon qui s'appelle le premier principe de la thermodynamique. Voilà, c'est la formule de départ du raisonnement pour passer d'un domaine des sciences à un autre. Voilà. Donc du coup, je vais parler d'énergie dans cette leçon. Donc dans cette leçon, il va y avoir pas mal de formules. Alors, mais toutes ne sont pas à savoir. Hein. Celles qui seront à savoir seront en rouge. Les autres, soit on vous les donnera, ou soit on vous donnera les moyens de les trouver. Hein. Je vous expliquerai quand même. Je vous expliquerai ça. Bon, bah écoutez, on va commencer. Donc dans cette leçon, je vais parler d'énergie. Alors il y a un certain type d'énergie que vous n'avez pas encore vu, qu'on appelle énergie interne. Énergie interne d'un corps, énergie interne d'un système. Alors je vais expliquer ce que c'est. Alors, par exemple, je prends ce stylo. Ce stylo, je le déplace, donc il a une énergie cinétique. Il a une certaine altitude de la table, donc il a une certaine énergie potentielle. Alors, après, si je le pose sur la table, hein, mettons que ma main soit sur la table, si je le pose sur la table, le stylo est immobile, il n'a pas d'énergie cinétique. Le stylo est à sa position la plus basse, donc il n'a pas d'énergie potentielle. Donc du coup son énergie est nulle. Hein, on peut dire que son énergie est nulle. Alors c'est pas tout à fait vrai. Hein. En fait, même si le stylo est immobile, il a quand même de l'énergie. Alors c'est une énergie un peu particulière qu'on appelle énergie interne. C'est une énergie qui est dans le stylo. Alors on avait défini l'énergie de la façon suivante. Hein. On dit qu'un corps possède de l'énergie s'il est capable de se déplacer, hein, ou de produire un mouvement, hein, le sien ou un autre. Hein. C'est comme ça qu'on avait défini l'énergie. Donc l'énergie c'est lié au mouvement. Alors, si le stylo est comme ça posé sur une table immobile, bon, on ne voit pas trop le mouvement qu'il y a. Alors, il n'y a pas un mouvement macroscopique, hein, c'est-à-dire un mouvement d'ensemble, mais il y a un mouvement microscopique. C'est-à-dire que le stylo est constitué d'atomes, et ces atomes, la matière, que le stylo, comme il a une certaine température, hein, eh bien, ces atomes vibrent. Donc, les atomes vibrent, on appelle ça l'agitation thermique, ou on peut dire que les électrons aussi autour des noyaux tournent, donc il y a du mouvement à l'intérieur. D'accord. Et s'il y a mouvement, il y a énergie. Et c'est ça qu'on appelle énergie interne. Alors, concrètement, donc l'énergie interne du stylo, eh bien, ou d'un corps, eh bien, c'est lié donc à... Donc tous les atomes constituant le stylo ou le corps vibrent un peu à cause de la température. Donc chaque particule a une énergie cinétique. Et si on fait la somme de ces énergies cinétiques, on va trouver une certaine valeur d'énergie. Voilà, ça, on appelle ça l'énergie cinétique microscopique. Alors après, il existe aussi une énergie interne, une énergie potentielle microscopique. Par exemple, si je prends des cristaux de sel solides. Les cristaux de sel solides, c'est constitué de cations Na+, et d'anions Cl-, hein, collés. Hein, c'est un agrégat d'ions collés. Eh bien, deux cations Na+, qui sont pas loin dans le cristal vont avoir tendance à se repousser. D'accord. Donc ça engendre une certaine énergie potentielle microscopique. Ou un cation et un anion, hein, c'est-à-dire Cl- et Na+, ils vont avoir tendance à s'attirer, ça engendre une certaine énergie potentielle microscopique. Voilà. Hein. Donc voilà, donc l'énergie interne, hein, c'est l'énergie microscopique des particules constituant le système. Voilà. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas mis en rouge, hein, c'est pas à savoir. Alors maintenant, on veut modifier l'énergie interne du stylo. Hein, donc
les molécules, les atomes sont en train de vibrer là, et je veux modifier ça. Alors comment je peux faire? Alors en fait il y a deux moyens, hein, il existe deux moyens. Alors ce que je peux faire, ben, je prends une source de chaleur, un sèche-cheveux par exemple, et je souffle sur le stylo. Donc la température du stylo va augmenter, donc du coup l'énergie cinétique des atomes va augmenter, hein, il va y avoir plus de vibrations, et donc l'énergie interne va augmenter. Donc en apportant de la chaleur directement, je peux modifier l'énergie interne du stylo. Un autre moyen aussi, hein, ce que je peux faire, eh bien je peux prendre un corps, hein, voilà, je prends la règle comme ça, et puis je frotte comme ça, je frotte, et le travail des forces de frottement, eh bien, fait augmenter l'énergie interne du stylo. Par exemple, ce qu'on appelle les étoiles filantes, hein, qu'on voit dans le ciel, hein, eh bien en fait ce sont des petits cailloux, hein, qui vont très vite et qui rentrent dans l'atmosphère, et les forces de frottement sont telles que la température du petit caillou augmente énormément, et la température est telle que le caillou entre en fusion. Donc le travail des forces de frottement peut apporter beaucoup de chaleur au corps et modifier ainsi l'énergie interne du système. Donc en fait il y a ces deux moyens là, il n'y a que ces deux moyens, donc soit on apporte de la chaleur directement, soit donc un travail, on exerce un travail, le travail d'une force sur un système. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit ça. Donc ça, après on va l'écrire d'une façon un peu plus formelle, là c'est simplement dit comme ça. Alors, l'apport de chaleur porte un nom, on appelle ça transfert thermique. Hein. Voilà, hein, donc quand je dirais transfert thermique, ça signifie le synonyme c'est chaleur, hein, l'apport de chaleur. Alors il y a trois types d'apport de chaleur, hein, la conduction, la convection et le rayonnement. Alors j'ai une petite animation qui explique, ça dure 2-3 minutes, donc on va regarder cette petite animation pour expliquer ces trois modes de transfert thermique. Alors, donc j'allume ici. Alors voilà, ça dure 3 minutes, je crois, 2-3 minutes. La conduction est un mode de transfert thermique. Elle a lieu principalement dans des corps à l'état solide. Que se passe-t-il dans le pic en métal? Lorsqu'une extrémité du pic est placée au contact de la source chaude, sa température n'est plus homogène. L'énergie cinétique élève de rayonnement chaude que dans la partie froide. Source qui est placée au contact de la source chaude, sa température n'est plus homogène. L'énergie cinétique microscopique des particules qui constituent le pic devient plus importante dans la partie chaude que dans la partie froide. Alors j'arrête juste, alors je ne sais pas si vous voyez, mais ce que je vois moi à l'écran, c'est que sur la partie rouge, on voit les particules qui vibrent beaucoup, hein, sur la partie rouge, donc la partie chaude, hein, ça vibre beaucoup, et sur la partie grise, eh bien, on voit les particules qui vibrent, mais très lentement. Hein, voilà, hein. Donc dans la partie froide, l'énergie cinétique microscopique est faible, et dans la partie chaude, rouge, l'énergie cinétique microscopique est forte. Hein. Donc on reprend. Par collision, les particules de la partie chaude augmentent, de proche en proche, l'agitation thermique de celle de la partie froide. Il y a ainsi élévation progressive de la température des parties froides du pic. Ce mode de transfert thermique a lieu sans déplacement macroscopique de matière. La convection maintenant. La convection est un mode de transfert thermique. Elle se produit dans un fluide, c'est-à-dire un corps à l'état liquide ou à l'état gazeux. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Si sa température n'est pas homogène, l'air chaud, moins dense que l'air froid, à cause du phénomène de dilatation, s'élève. Il est remplacé par de l'air froid qui s'échauffe à son tour. À l'inverse de la conduction, ce mode de transfert thermique correspond à un déplacement macroscopique de la matière. Enfin, le rayonnement.
Le rayonnement est un mode de transfert thermique. Tout corps, en raison de sa température, émet des rayonnements thermiques. Les rayonnements émis par le soleil sont en partie absorbés par la peau. Ces rayonnements absorbés augmentent l'agitation thermique. La température de la peau s'élève, elle devient rouge. Contrairement à la conduction et à la convection, ce mode de transfert thermique ne nécessite pas de milieu matériel, car les ondes électromagnétiques peuvent se déplacer dans le vide. L'absorption ou l'émission de rayonnement modifie l'agitation thermique. Ce phénomène est notamment utilisé dans les panneaux solaires. Voilà, donc j'éteins. Voilà, j'éteins. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien voilà, donc on va écrire ça concernant les transferts thermiques. Alors la conduction, c'est le mode de transfert thermique dans les solides, hein, vous retenez ça. Et donc comment se propage la chaleur? Eh bien par vibration, donc la vibration, donc les atomes vibrent, vibrent et quand la température augmente, ils vibrent de plus en plus, et par collision, la vibration des atomes se propage. Donc la convection, maintenant, c'est le mode de transfert thermique, alors pas dans les solides, mais dans les fluides, c'est-à-dire concrètement dans les gaz et dans les liquides. Alors ce que j'ai pris comme exemple, je n'ai pas pris l'exemple de la vidéo, par exemple dans la salle Larramendi, le chauffage il est fait avec une VMC, avec une ventilation mécanique contrôlée. Donc il y a dans le mur, hein, il y a des bouches de sortie d'air chaud, voilà, et l'air chaud rentre dans la salle. Hein. Donc là il y a un déplacement de matière, hein, ce qui n'est pas le cas dans la conduction. Hein. Et enfin, le rayonnement, c'est le mode de transfert thermique par ondes électromagnétiques. Hein, voilà. Donc les ondes électromagnétiques peuvent transmettre de la chaleur. Hein, voilà ce qu'il faut retenir. Bon, alors maintenant, on va voir un petit peu, on va étudier donc comment faire varier l'énergie interne d'un système. Alors on l'a vu, hein, soit c'est par transfert thermique, soit par travail, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, si l'énergie interne d'un corps varie, eh bien il existe une variation d'énergie interne. Alors l'énergie interne, ça porte la lettre U, hein, U c'est l'énergie interne, et donc s'il y a une variation, c'est delta U. Alors la première chose qu'on va dire, c'est que delta U, eh bien c'est l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale. Hein, il s'agit d'une variation. Voilà, donc ça il faut savoir. Alors ensuite, cette variation, elle est due, comme je l'ai dit oralement, à soit un transfert thermique direct, soit à un travail d'une force, ou soit les deux. Donc ça s'écrit. Et bien tout simplement, alors on appelle ça le premier principe de la thermodynamique. Donc bien sûr l'énergie c'est en joules. Et bien delta U, c'est égal à la somme des travaux des forces appliquées au système et à l'énergie échangée avec l'extérieur. Alors on note ça comme ça. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier principe de la thermodynamique. Delta U, on met le nom du système. Alors par exemple, si j'ai dit mon système, je vais mettre delta U stylo, c'est égal à W plus Q. Hein. Alors W, en toute rigueur, il faudrait mettre sigma des forces extérieures, hein, comme dans le théorème de l'énergie cinétique. Hein, mais c'est trop long, donc on met ça. D'accord ? Donc on explique un petit peu ce que c'est. Donc W, c'est le travail des forces extérieures au système. Bon, en réalité, c'est la somme des travaux. Hein. Q, c'est le transfert thermique échangé avec l'extérieur en joules, hein, transfert thermique échangé avec l'extérieur en joules. Alors, comme le travail, hein, le transfert thermique peut être positif ou négatif. Hein. S'il est positif, ça veut dire que le système reçoit de la chaleur, reçoit un transfert thermique de l'extérieur. Hein. C'est le cas du sèche-cheveux, par exemple. Hein. Le sèche-cheveux sur le stylo, hein, j'étudie le stylo, donc le stylo reçoit de la chaleur du sèche-cheveux, donc Q est compté positivement. Je crois que c'est ce que j'ai mis, et Q est négatif, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le corps qui fournit de la chaleur à l'extérieur. Hein, par exemple, quand on sort un gâteau du four, le gâteau du four il est chaud, on le pose sur la table, et eh bien le gâteau va donner de la chaleur à l'extérieur, c'est-à-dire à l'air extérieur. Hein, voilà. Alors, il faut connaître aussi, à partir de
cette égalité, il faut pouvoir faire une phrase. Hein. Donc ça c'est la variation d'énergie interne d'un système est égale à la somme des travaux des forces extérieures, comme le terme de l'énergie cinétique si vous voulez, et, et les transferts thermiques échangés avec l'extérieur. Voilà. Donc voilà, à cette égalité, il faut connaître, il faut pouvoir réécrire la phrase. Alors, simplement, quelque chose que je n'ai pas précisé, le système qu'on étudie, il est immobile, hein, mon stylo va être immobile, parce que s'il est en mouvement, il faut en plus ajouter à l'énergie interne, l'énergie cinétique du stylo, hein, l'énergie macroscopique, et c'est compliqué. Donc là, dans cette leçon, les systèmes seront toujours au repos, hein, immobiles. Bon, alors maintenant, il faut s'habituer à faire des petits schémas qui montrent le système et les échanges d'énergie avec l'extérieur. Hein. Vous avez vu ça un petit peu aussi en enseignement scientifique. Hein. Alors, j'ai mon système qui est ici. Alors, quand le système reçoit de la chaleur, eh bien, on fait une petite flèche comme ça, donc une flèche qui entre, et donc le transfert thermique est compté positivement. C'est le cas, quand j'étudie mon stylo, du sèche-cheveux qui chauffe le stylo. Alors Q peut être négatif, hein, voilà, donc je mets un peu toutes les possibilités là. Hein. Alors il peut y avoir un système qui reçoit de la chaleur et qui fournit de la chaleur en même temps, hein, d'accord. Et pareil, bien sûr, pour les travaux, hein, d'accord. Hein. Donc quand le travail est positif, le système reçoit un travail, hein, ça se dit, hein, le système reçoit un travail. Voilà. Et si Q est négatif, le système fournit un travail. Voilà, bon, c'est ce que j'ai dit. Ok, voilà. Alors, maintenant, deux remarques sur deux cas où la variation d'énergie interne est nulle. Alors, je prends ce qu'on appelle un système isolé, voilà, c'est-à-dire j'ai un système, et autour, je le protège. Hein, je mets une paroi isolée thermiquement, bien calorifugée, c'est-à-dire que même si j'apporte un sèche-cheveux, la chaleur ne va pas atteindre le système. Hein, voilà, autour de mon stylo, je mets une paroi bien calorifugée. Je ne peux pas exercer de force dessus, il y a une paroi, je ne peux pas faire des forces de frottement, je ne peux pas exercer de force dessus, hein, il ne peut pas y avoir de travail de force. Donc, que vaut la variation d'énergie du système? Eh bien, j'écris d'abord le premier principe de la thermodynamique. Voilà, donc voilà, j'ai mis ça pour décider que c'est bien protégé. Hein. Alors, donc on dit que ce système n'échange ni travail ni transfert thermique avec l'extérieur. J'écris le premier principe de la thermodynamique, donc il n'y a pas de transfert thermique, il n'y a pas de travail échangé, donc delta U système égale 0. Hein. Donc si le système est isolé, eh bien la variation d'énergie interne est nulle. Hein. C'est-à-dire que l'état physique du corps ne change pas, hein. La vibration est la même, la température est la même, la pression est la même, voilà, tout reste pareil. Remarque 2. Alors delta U c'est U final moins initial. Alors je dis ça parce j'ai vu un exercice sur les pompes à chaleur. Alors la pompe à chaleur c'est un gaz qui subit plusieurs transformations, voilà. Et à la fin de cette transformation, le gaz retrouve son état initial. Hein. Au bout d'un cycle, le gaz retrouve son état initial, c'est-à-dire qu'il a la même pression, la même température, voilà, le même état physique, il est comme avant. Mais donc s'il est comme avant, donc son énergie interne finale est la même qu'au début, puisque rien n'a changé, il est comme avant. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, eh bien U final est égal à U initial, et donc delta U égale 0. Voilà, je ne l'ai pas mis en rouge, parce que bon voilà, je voulais vous en parler un petit peu, parce que c'est pas à savoir, mais voilà, pour s'habituer un petit peu. D'accord. Hein, donc si le système n'a pas été modifié, voilà, s'il y a une suite de transformation, mais qu'à la fin de cette suite de transformation, le système n'a pas été modifié, eh bien l'énergie interne est la même, et donc il n'y a pas de variation d'énergie interne. Alors maintenant, donc on va voir des cas un petit peu plus concrets. Donc on imagine un système, sur ce système, il y a eu un échange de travail, un échange de transfert thermique, et donc du coup l'énergie interne a varié. Et donc le cas que l'on étudie, eh bien la conséquence, c'est que la température du solide a augmenté. Hein, par exemple, le stylo, le sèche-cheveux, j'apporte de la chaleur. Hein, donc la température augmente. Donc
on peut connaître donc connaissant la variation de température, on peut connaître la variation d'énergie interne connaissant la variation de température. Hein. Voilà, donc voilà, cette formule, il faut la connaître. Donc, quand un corps, quand la température d'un corps s'élève, donc il y a une certaine variation de température que je note delta θ, eh bien la variation d'énergie interne correspondante, c'est ça. Alors M, c'est la masse du corps. C, c'est une constante qui dépend du corps, hein, voilà, donc ça va être la capacité thermique du plastique, là par exemple, si j'étudie ça. Et θ, c'est la température finale moins la température initiale. Alors, à la place de la lettre, pour la température, soit on utilise la lettre θ, soit on utilise la lettre T majuscule. Voilà, donc il y aura ces deux formules, voilà, ça dépend des exercices. Donc delta θ, c'est θf ou un θi, d'accord, ou avec les T, d'accord. Donc s'il y a une variation de température, forcément, il y a dans un solide, dans un liquide, il y a forcément une variation d'énergie interne. D'accord. Donc en fait, on a deux façons de calculer la variation d'énergie interne. Soit on applique le premier principe de la thermodynamique, ou soit on applique cette formule-là. Voilà, ça dépend des données. Voilà, donc ça en kilogrammes. Alors c'est une constante qui est donnée. Donc l'unité, alors regardons l'unité, c'est important pour la suite, par la pensée. Donc j'isole C, si je isole C, ça fait delta U divisé par M fois delta θ. Alors delta U c'est des joules, M c'est des kilogrammes, et delta θ c'est soit des kelvins, soit des degrés Celsius, ce qui correspond bien à ce que j'ai écrit là. Et delta U en joules, et delta θ en kelvin, hein. Et bien sûr delta U en joules. Alors, parfois c'est pas cette formule-là, il y a une autre formule, hein, qui n'est pas tout à fait celle-là, mais qui est celle-ci. Alors regardez la différence, au lieu d'avoir M et C minuscule, on a simplement un C majuscule. Alors petit c et grand c, c'est pas tout à fait la même. Petit c, on appelle ça la capacité thermique massique, et grand C, c'est la capacité thermique tout court. Et l'unité n'est pas la même, et c'est important. Hein. Quelle est l'unité de C? Eh bien, j'isole C, donc c'est delta U divisé par delta θ, c'est-à-dire des joules par Kelvin. Vous voyez? Grand C, c'est des joules par Kelvin, je crois que je l'écris, voilà, un joule par Kelvin. Et petit c, il y a un kilogramme qui apparaît. D'accord. Alors, donc il faut faire attention. Selon les données, si on vous donne grand C ou petit c, il va falloir utiliser cette formule ou cette formule. D'accord. C'est comme ça voilà, qu'on fait. Voilà, donc ça, j'ai mis en rouge parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Hein. Alors voilà, donc là, je précise ce que j'ai dit. Hein. Par exemple, si on vous donne cette formule, si on vous donne cette valeur-là, même si on ne vous donne pas la lettre petit c, hein, vous voyez que vous avez ces unités, vous voyez que vous avez la masse. Donc pour qu'il y ait une cohérence dans les unités, vous êtes obligé de prendre cette formule-là, c'est ce que j'ai écrit là. Si on vous donne cette valeur-là, vous voyez que vous n'avez pas la masse. Donc du coup c'est cette formule-là. Hein. Cohérence des unités, hein, sinon vous vous dites, ça c'est en joules par Kelvin, fois des Kelvin, donc ça fait bien des joules, et à gauche c'est des joules, donc c'est cohérent. D'accord ? Voilà, alors enfin il faut faire attention parce que parfois on vous donne ça, on vous met un préfixe ici, hein, méga ou kilo. Donc il va de soi que si vous... Alors déjà il faut prendre la bonne formule, c'est-à-dire celle-là, mais après quand vous remplacez cette valeur-là dans la formule, ici il ne faut pas écrire 7,8, il faut écrire 7,8 10 puissance 3, il faut faire attention, d'accord, hein, les préfixes, il faut remplacer la valeur des préfixes dans les constantes que l'on vous donne. Donc concrètement, voilà, il ne faut pas oublier de mettre 10 puissance 3. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors quand il y a une variation de température, il y a forcément une variation d'énergie interne. Alors on fait un petit peu l'interprétation microscopique, je crois que c'est ça, oui. Alors, quelle est l'interprétation microscopique? Alors, si la delta T est positif, hein, donc ça veut dire que si la température augmente, eh bien ça veut dire que delta θ est positif et delta U est positif. Hein. Donc ça, je crois que c'est ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, hein, quand on a delta U positif? Attendez, je reviens ici. Voilà, hein, si delta U est positif. Eh bien, ça veut dire que le système reçoit d'énergie, hein, puisque
delta U est positif, donc il reçoit de l'énergie. Donc concrètement, ça veut dire que l'énergie cinétique des particules augmente, hein, l'énergie cinétique des particules augmente. Ça veut dire que l'agitation thermique augmente et que la température augmente. Hein. Et donc ça, je crois que je l'ai mis en rouge, voilà. Hein. Donc quand l'énergie cinétique microscopique des particules augmente, c'est lié à la température, ça veut dire que la température augmente. Alors maintenant, si le cas inverse, si c'est négatif, hein, donc ça veut dire que le système, alors si delta θ est négatif, ça veut dire que delta U est négatif, ça veut dire que le système fournit de l'énergie à l'extérieur, et donc l'énergie cinétique diminue, la température diminue. Hein, j'ai mis là. Alors maintenant, un autre cas, quand l'énergie interne d'un système varie, ça ne fait pas forcément augmenter la température. L'énergie interne varie, mais ça ne fait pas augmenter forcément la température. Ben, je vais prendre le cas des changements d'état. Hein, lors des changements d'état, le passage de l'état solide à l'état liquide, ça se fait à température constante, et pourtant l'énergie interne du corps varie. Alors pour calculer l'énergie interne, la variation d'énergie interne dans ce cas-là, eh bien on utilise cette formule-là qui n'est pas à connaître. Vous voyez, je ne l'ai pas mis en rouge, mais on vous la donnera. Donc c'est la masse M, c'est la masse du corps qui change d'état. Hein. Donc ce qu'on cherche, hein, c'est la variation d'énergie interne dans le cas où un corps change d'état. Par exemple, quand un corps est en train de fondre, ou quand un corps est en train de se solidifier. Voilà. C'est dans ce cas-là. Alors la masse, eh bien c'est la masse totale du corps qui est en train de changer d'état. Et L, on appelle ça la chaleur latente, hein, de fusion, de solidification. Donc ça c'est une constante qu'on vous donne. Donc l'unité de L, eh bien ça sera des joules par kilogramme. Et ça sera donné, hein, je ne pas savoir. Voilà. Alors l'interprétation microscopique dans ce cas-là. Alors si delta U est positif, par exemple, donc ça veut dire que le système reçoit de l'énergie. Hein, il reçoit de l'énergie, et qu'est-ce que ça va faire dans ce cas-là? Eh bien, cette énergie donc va casser des liaisons intermoléculaires, voilà, entre molécules, hein, va casser des liaisons intermoléculaires, et donc du coup les molécules qui ne seront plus liées, eh bien pourront bouger les unes par rapport à l'autre. Donc du coup le mouvement microscopique sera plus grand. Je pense que c'est ça que j'ai mis. Hein. Quand delta U est positif, voilà, le système reçoit d'énergie, les liaisons intermoléculaires se cassent, le mouvement des molécules est plus important. Alors maintenant, si delta U est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le système qui fournit de l'énergie à l'extérieur, et s'il fournit de l'énergie, il y a une perte d'énergie, donc il y a moins de mouvement. Hein, s'il y a une perte d'énergie, il y a moins de mouvement microscopique, et s'il y a moins de mouvement, ben, la matière se fige en quelque sorte, donc ça veut dire que des liaisons intermoléculaires se forment, et donc du coup il y a moins de mouvement microscopique dans son ensemble. Donc c'est ce que j'ai mis. Hein. Donc le système fournit de l'énergie extérieure, des liaisons intermoléculaires se forment, le mouvement des molécules est moins important. Voilà l'interprétation. Alors maintenant, qui dit énergie dit puissance. Hein. Donc là, il faut connaître le lien entre les deux. Donc la puissance, c'est tout simplement de l'énergie par seconde. Hein. C'est de l'énergie par unité de temps. Donc ça, vous avez dû voir cette formule. Hein. Donc la puissance, hein, voilà, c'est de l'énergie par unité de temps, pour une certaine durée. Donc E, c'est en joules, l'énergie. Delta T, c'est la durée, c'est en secondes. Et P, la puissance en watts. Hein. Donc ça, il faut savoir. Alors, il y a plusieurs types de puissances. Il y a les puissances mécaniques, les puissances électriques, les puissances calorifiques, il y a les puissances de beaucoup de choses. Alors simplement, voilà, on met des notations, certaines notations en fonction de la puissance. Alors par exemple, puissance électrique, alors on peut écrire PE, hein, P indice E comme électrique, E indice E comme électrique sur delta T. On peut faire ça. Mais on peut aussi écrire comme ça, hein, vous voyez, hein, le travail électrique. Parce que en fait, l'énergie électrique, c'est quoi l'énergie électrique? Eh bien, c'est dû au courant. Hein. C'est des électrons qui se déplacent, et ces électrons sont soumis à une force électrique qui se déplace, et donc du coup, ça fait un travail de force électrique. Donc c'est pour ça qu'on écrit ça comme ça. Voilà, hein, le travail des forces électriques. Okay. Alors, la puissance calorifique, puissance thermique, on pourrait écrire P indice TH, E indice TH sur delta T, mais c'est pas comme ça que ça se note. Ça se note comme ça. Alors au lieu d'écrire PTH, on écrit phi, on appelle ça le flux thermique,
Et puis, au lieu d'écrire ETH, eh bien, comme c'est un transfert thermique, on écrit Q. D'accord, voilà, il faut s'habituer. Vous voyez, c'est en rouge. Hein. Voilà, donc, alors, ça, c'est pas, cette formule, elle n'est pas du tout intuitive. Hein. Phi égale Q sur delta T. Ben, voilà, phi, ben, il faut retenir que phi, c'est une puissance, en fait. Hein. Voilà, c'est des watts. Hein. C'est pas intuitif du tout. Hein. Voilà, hein. Voilà, donc, il faut bien retenir. Phi, c'est une puissance. Et bon, Q, c'est un transfert thermique. Ça, c'est logique. Bon, alors, après, il y a d'autres formules encore que vous allez utiliser. Alors, soit on va vous les donner, ou soit on va vous donner les moyens de les connaître. Alors, la première, il faut la connaître, cependant. Hein. La connaître, la première, c'est le rendement d'un convertisseur. Voilà, alors, d'énergie, un convertisseur d'énergie. Donc, le rendement, c'est assez intuitif. Le rendement, c'est le rapport entre l'énergie dont on a besoin, l'énergie utile, divisée par l'énergie absorbée par le convertisseur. Donc, alors ça peut être pareil pour les puissances, hein, on peut mettre la même formule avec les puissances. Alors, un exemple, je prends un moteur électrique. Un moteur électrique, il fonctionne avec de l'énergie électrique, hein, donc à gauche, énergie électrique, c'est positif, puisque ça rentre dans le système. Et qu'est-ce que ça fournit? Le moteur, il fournit un mouvement, donc il fournit un travail mécanique, mais il chauffe aussi, il y a des frottements, il chauffe, donc ces frottements créent de la chaleur, et donc ça c'est négatif, hein, effectivement. Et donc il y a aussi des pertes, hein, par chaleur, et donc c'est une chaleur qui est augmentée positivement. Alors le rendement du moteur, eh bien c'est le rapport de cette énergie-là dont on a besoin. Un moteur électrique, ça sert à produire un mouvement, divisé par l'énergie absorbée, WL. Voilà. Alors j'ai mis valeur absolue parce que le rendement c'est positif, donc il faut que les grandeurs ici soient positives. Et comme l'énergie mécanique là elle est négative puisqu'elle est fournie, on met valeur absolue. Alors, on peut appliquer comme exemple, on peut appliquer le premier principe de la thermodynamique au moteur électrique, puisque le premier principe, ça donne un lien entre toutes les énergies, hein, énergie absorbée, énergie fournie. Donc, on va écrire que delta U moteur, eh bien, c'est égal à WEL plus WMK plus Q. Hein, voilà, on met toutes les énergies mises en jeu. Dernier exemple. Une résistance électrique. Alors une résistance électrique, ça reçoit un courant, ça reçoit de l'énergie électrique, et si vous touchez une résistance électrique, elle est très chaude, elle fournit de la chaleur. Voilà, donc c'est ça, elle fournit de... Voilà. Et c'est tout. Je me suis trompé, hein, j'ai mis méca, là il faut mettre Q, hein, je me suis trompé, hein, c'est Q ici. Hein. Voilà, Q négatif, hein, vous modifiez Q majuscule. Donc le rendement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être valeur absolue de Q divisé par l'énergie absorbée par EL. Voilà. Alors petite remarque, la chaleur fournie par la résistance, le transfert thermique fourni en valeur est égal à l'énergie absorbée, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre flèche. Donc ça, on le note, et donc du coup, ça veut dire que le rendement, ça peut s'écrire WEL divisé par WEL, donc ça fait 1. Donc ça fait 100%. Donc une résistance transforme intégralement l'énergie électrique en transfert thermique, hein, et ça, il faut le savoir. Alors enfin, il y a des formules, le premier principe de la thermodynamique, donc on va écrire delta U résistance égale WEL plus Q. Voilà. Donc les flèches qui sont là et là. Alors enfin, dernière chose, il y a d'autres formules, hein, qu'il faut savoir, qu'il ne faut pas savoir. On va vous donner une donnée qui permet de la savoir. Je vous donne un exemple. Par exemple, on vous donne la valeur d'une puissance surfacique. On vous donne ça. Eh bien, quelle est la formule correspondante? Vous voyez que vous avez des watts, hein, et vous avez des mètres carrés. Et puis dans le mot, vous avez puissance et surfacique. Donc PS, c'est égal à une puissance P divisée par une surface S. D'accord? Voilà. Hein, donc la puissance surfacique, c'est en watts par mètre carré. Donc ici, c'est des watts divisés par des mètres carrés. Voilà, c'est cohérent. Alors c'est ce que j'ai écrit. Attendez, je comprends pas pourquoi ça marche pas là. Bon, je comprends pas. J'avais écrit PS égale, bon, voilà. Et puis j'avais donné un dernier exemple. Attendez, je comprends pas ce qui se passe là. Là c'est... Bon, écoutez, j'ai quasiment fini là, hein, c'était quasiment la fin, donc vous lirez le dernier exemple, mais c'est fini, hein, d'accord?